Ah ben voilà, je suis de retour les amis. Avantinissa, le retour avec moi-même. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça m'a manqué. Je dois dire que ça m'a manqué, j'avoue. Je vous écoutais là les gars, Bada et Sky, putain c'était un peu dur des fois. Ouais. Avoue qu'on t'a manqué quand même. Ouais. J'avoue. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être même la première année où je regarde vraiment toutes les infos de l'OGC Nice vraiment avec comment on pourrait dire pour pas être décent. Malheureusement, tu as rejoint notre. C'est ça. Non, mais ça fait vraiment plaisir de vous retrouver 2 petites semaines là sans vous. Putain, ça manque énormément. J'aurais pu dire ça moi Marseillais que mes Niçois m'avaient manqué, tu vois. Que l'OGC Nice te manque. Ouais, non mais c'est vrai. C'est beau. C'est vrai. Ah ouais, c'est ça. Tu as manqué à ce podcast comme Sertic manque au milieu de terrain de l'OM. Oh putain, on arrête là-dessus, c'est bon, le podcast est fait, merci, au revoir. Bon les gars, comment ça va? Bah oui, ça va, hein. Moi j'ai repris le travail, hein. Pendant que toi tu partais en vacances, moi je reprenais du coup. Mais ça va. On peut être un peu de chaud à Nice, hein. C'est forcément le mois d'août, mais... Moi je suis en vacances, donc tout va bien. Ah bah, c'est ça. La belle vie. Vous m'avez lâché... Là, mais c'est vrai qu'il y a que Bada et moi qui t'avons lâché. Toi, tu nous as pas lâché. Ça, c'est beau. Quelle fidélité. C'est ça. C'est vrai qu'il lâche pas. Il est là. Bon, les gars, on va refaire une libre antenne. On s'était dit que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de libre antenne et on sait que ça vous plaisait un peu ce format, cher auditeur. Donc, une libre antenne à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et du match Nice-Lens. On va donc parler avec vous. On vous a balancé un petit tweet et vous avez plus ou moins tous répondu pour venir en parler. Et avec nous, pour en parler dans quelques instants, ça sera Théo. Dans cette libre antenne, évidemment, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez autour de l'OGC Nice. On en parle tous ensemble, on rigole. On taille un peu de temps en temps, surtout quand c'est pour Vira, quand c'est Sky et Bada qui taillent, qui s'en occupent de ça. En plus, on est même pas les plus méchants, hein. Mais bon, moi, ce que j'en dis. Ouais, c'est ça. Pas les plus méchants, mais pas les plus tendres non plus. Ça nous arrive de prendre foudre quand même. Hein. Ouais. On aime ça, forcément. C'est ce qu'on le cherche. Après. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoute, franchement, pour le coup, Patrick Vira, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y croire. Là. Je sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Ouais. En même temps, t'as envie de croire en Ensoki, donc est-ce qu'on est vraiment obligé de te faire confiance? Mais mec, à un moment donné, c'est tes joueurs. Je veux dire, c'est nos joueurs de l'OGC Nice. Ils sont là, ils sont dans l'effectif. Autant y croire et autant partir à la guerre avec eux. Ah, mais nous, on ne demande qu'à se tromper. D'ailleurs, j'en profite sur Vira. On se réjouit pas de fracasser Vira, quoi. Je l'ai dit X fois, mais je m'amuse pas à le démonter moi, par exemple. Mais force est de constater que c'est pas ouf ce qu'il nous propose. Mais si ça s'améliore de match en match, je serai le premier à dire bravo, quoi. Y a pas de problème là-dessus. Oui. On est grincheux, mais on est à peu près honnête. Donc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tiens, avant de prendre Théo, notre premier invité, notre premier auditeur, on va vite parler de RL, qui est parti du côté de Brest, a fait d'ailleurs un podcast avec Brest On Air, on les salue. Ouais. Merci à eux pour l'invitation. C'est vrai que c'est enfin officiel, on en avait parlé dans les numéros précédents. Je pense qu'on a un peu tout dit avec Cédric là-dessus. C'est une bonne pioche pour Brest, c'est une bonne vente pour Nice, entre 4 et 5 millions bonus compris. Donc on va récupérer plus ou moins la mise de départ. Et pour lui, c'est bien d'avoir très vite retrouvé un club de Ligue 1. C'est vrai qu'on l'imaginait sans faire injure à Brest, parce qu'en plus on ne sait pas comment la saison va tourner, mais on pensait qu'il aurait peut-être pu viser un cran au-dessus, mais bon, après Brest il sera titulaire indiscutable et je suis pas tout à fait au fait de leur recrutement, mais ça peut aussi bien tourner et ils peuvent jouer, peut-être ils peuvent jouer le top 10 ou cette espèce de magma informe entre la 8e et la 14e place. En tout cas, on leur souhaite pour la saison à venir. Mais je sais plus où est-ce qu'on a lu qu'il avait refusé le Celtic, c'est ça, pour Brest, comme ça. Exactement. Tu te dis ils doivent vraiment lui faire confiance et c'est un choix de vie peut-être. Hein. Si tu sais que t'es titulaire, tu t'exiles. Ouais. Je pense que Glasgow c'est une très jolie ville aussi, mais mais bon, voilà, de partir en Écosse. Moi, je le championnat. Je pense que moi, le championnat écossais, comme tu dis, Brice. Ouais, c'est pas ouf. Vaut mieux rester en France. À la limite, tu restes à Brest. Surtout, en Ligue 1. En Ligue 1, voilà.
Donc, t'as des mecs comme Christopher Julien qui s'éclatent là-bas, des après, il lui proposait peut-être pas les mêmes garanties sportives au Celtic aussi. Oui. Peut-être qu'il n'avait pas de place de titulaire qu'il attendait, c'est sûr. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, comme tu as dit, bonne recrue pour Brest, je pense. Franchement, bonne opération pour tout le monde. Donc, c'est ça. Et puis, juste dommage d'avoir un Niçois de moins dans l'effectif après déjà le départ de Malansar. Donc il reste juste Andy Pelmar. On espère que... Bon. Alors, après, si certains, quand on voit l'état du loft, parce qu'on a vu ce matin hier qui disait qu'il y avait encore quelques joueurs qui avaient agrandi le loft, donc si certains pouvaient s'en inspirer et trouver une porte de sortie même pour eux, je pense que ça arrangerait tout le monde aussi. Effectivement. Bah là, le loft, normalement, ça va être jusqu'à fin octobre de mémoire, parce que le mercato se finit fin octobre. Ouais, le 5 octobre. Le 5 octobre, pardon. Le problème, c'est qu'une fois que tu rejoindre une équipe, une fois que la saison a bien commencé, t'as pas forcément de garantie faut espérer qu'il y ait une blessure ou que ça tourne mal dans ton secteur du jeu, parce que déjà ils font une préparation avec Nice qui est une préparation on va dire tronquée. Cyprien, c'est même pas du tout de préparation, les autres vont s'entraîner avec la réserve. Toi, si tu arrives tard avec ton nouveau club, t'es vite arrivé au mercato, limite au mercato d'hiver, le temps d'être opérationnel. Donc c'est ou limite j'espère un jeu de chaise musique. C'est un départ qui va être en place. Oui, maintenant que tous les marchés internationaux sont ouverts, effectivement, ça va ouvrir des opportunités pour tout le monde. Mais dans l'intérêt de tous, plus vite tu trouves un club, plus tu as de chances de t'intégrer et de faire une bonne saison dans ta nouvelle équipe. Vaut mieux, parce que là, sinon, vous allez vous retrouver avec déjà une masse salariale assez conséquente, des mecs qui vous servent finalement à rien, qui sont dans le loft. Alors après, il y a déjà eu des histoires où tu as des mecs dans le loft et qui reviennent dans l'équipe première, un peu comme, pas des héros, mais presque. Mais je sais que je suis contre le concept de loft, en fait. Je trouve que en fait, ça tue une ambiance, ça tue un joueur, ça peut tuer une dynamique de groupe. Donc, je suis... Tu le vois à Saint-Etienne cette saison, et tout. Il y a plein d'histoires. Mais, et puis là, je sais pas si t'as suivi, pardon Sky, je te coupe, je sais pas si t'as suivi Brice, mais du coup on les a carrément interdits de s'entraîner avec l'équipe pro. Oui, voilà, tu vois. Ils sont suivis par le staff de la réserve et tout. Il a vraiment c'est horrible. Placard, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Franchement, je trouve ce procédé un peu. Je suis pas sûr que ce soit même très réglo. Et puis c'est dans l'intérêt de personne, donc voilà, j'espère qu'ils trouveront tous une porte de sortie aussi favorable que celle qu'a trouvé Christophe Herrel. J'espère aussi, en tout cas, on l'espère. On va aussi parler un peu du huis clos. Je sais que ça vous a chauffé tous les deux, ce côté un peu... écoute, c'est vrai. J'ai encore les brûlures de la foudre que j'ai prise, moi, personnellement. Ce huis clos, donc... Ouais, vas-y. C'est compliqué, je sens que tu vas en parler. Ouais, on en a parlé avec Max Baquet d'ailleurs dans France Bleu Azur, parce qu'il a voulu un peu avoir nos ressentis. En fait, ce qui est un peu compliqué, ce qui a été un peu compliqué à gérer pour certains supporters, c'est le fait d'être sélectionné et moins de 48 heures après de dire finalement on arrête tout ça, c'est fini, personne n'y va et c'est plus simple pour tout le monde. Je pense qu'ils auraient vraiment dû attendre. On était quasiment à 10 jours du match de Lens. Ils auraient presque pu attendre quelques jours et vraiment peser le pour et le contre. Et s'ils avaient pris qu'une seule décision en disant les gars, c'est trop compliqué à gérer, les 5000, la crise sanitaire, on fait venir personne, on attend de voir un peu ce qui se passe et on verra ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Je pense que ça serait beaucoup mieux passé, peut-être. Oui, c'est pas peut-être, c'est encore une fois, c'est pas la décision du huis clos qu'on critique, parce que le débat a doucement dévié sur oui mais moi j'ai un ami à l'hôpital, oui mais tu te rends pas compte de l'épidémie. Alors déjà non, je m'en rends pas compte, je vais pas prétendre que j'ai une quelconque compétence dans la santé et m'inventer une vie, tu vois, mais après du coup je ne pense pas que lundi l'agence régionale de la santé ait dit ok, vous pouvez envoyer un mail à vos supporters, et mercredi finalement non. Donc voilà, c'est juste comme dit Cédric, c'est juste le timing qui est complètement con. Je pense que dans une boîte normale, dans le privé, ton service com fait ça, tu te débarrasses de ton service com rapidement. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est sûr, ça fait chier sur le coup de te dire, on t'enlève un peu la sucette, quoi. Si tu veux aller au stade, tu vas au stade, hop, tu vas pas finalement. Mais voilà. Mais
encore une fois, le huis clos, si c'est vraiment la meilleure solution de niveau sanitaire, tant mieux pour la santé des supporters de l'OGC Nice. Mais tu pouvais t'épargner un drama, le premier drama des mecs qui vont chialer en appelant le club et en envoyant des mails en disant pourquoi machin il est sélectionné et pas moi. C'est quand même révélateur, je trouve, d'une mentalité extrêmement problématique, et éviter le deuxième drama des gens comme moi qui ont été sélectionnés et qui tu enlèves la perspective de revenir au stade 6 mois après. Donc, mais après, dans l'histoire, une grande majorité des gens a l'air de louer favorablement cette décision. Donc tu peux même pas dire que c'est une erreur de communication, en fait. Leur coup il est réussi. Donc voilà. À part fermer ma gueule, j'ai pas grand chose de. Voilà, après chacun son jugement. Je pense que malgré tout, il faut penser à la santé, parce que je pense que c'est à ça qu'ils ont pensé en priorité, à la santé. On sait que c'est très compliqué à gérer cette histoire de Covid là, donc voilà, on va voir si, comme je disais, le problème en fait, c'est le problème entre guillemets. Est-ce qu'on va pas être les seuls de la première journée à être à huis clos? C'est ça en fait. Ouais, mais si t'as 9 autres matchs avec 5000 autres spectateurs, voire un peu plus et tout, et que ça se passe bien, il y a pas vraiment de cas. Il y a des supporters qui vont dire voyez, on a fait ça pour rien. Oui, mais tu vois, moi je trouve que ce qu'a fait Nice en disant écoutez, on prend finalement aucun risque. Moi je le vois plus côté santé en fait. Le côté on vous dit oui, non, tout ça et tout. Bon, voilà, c'est une situation depuis mars qui est extrêmement compliquée. On n'a qu'à le voir dans le foot, et pas que dans le foot, dans plein d'autres, même dans nos domaines respectifs, dans nos tafs respectifs, c'est assez compliqué. Tout le monde prend des pincettes. Je pense qu'ils ont voulu peut-être plus ou moins faire plaisir, et puis finalement ils sont revenus en arrière. Bon, ça après voilà. Encore une fois, niveau santé, je pense qu'on est vraiment tous d'accord. C'est que si les autorités locales, mairie, préfecture, ARS ont dit qu'il y avait un risque, que la décision soit prise en fonction de l'évolution de l'épidémie, je pense que on le comprend tous. On l'aurait tous compris du premier coup, et on aurait juste dit c'est con, on était pressé de revenir au stade, mais on se reverra dans un mois, c'est pas grave. Ouais. Le truc, c'est que faut pas se foutre de la gueule du monde. On t'envoie un mail lundi soir à 23h, et mardi et mercredi matin, le président dit finalement non, on n'a pas voulu choisir parmi notre famille, alors que tu l'as fait moins de 48 heures avant. On se fout un peu de ta gueule, quoi. C'est qu'on me dise, c'est pas pour une raison de santé, mais il se chauffe le Sky. Il se chauffe le Sky. Non, mais la raison sanitaire, on la comprend, mais il a son pushing ball à portée de main. C'est ça. Sky, je sens il est bouillant. Je me suis déjà énervé là-dessus, et de toute façon ça change. Non, mais ça changera pas. Après, voilà, juste un dernier truc. Est-ce que tu te dis, le problème c'est que tu vois les trucs à côté. Est-ce que c'est plus dangereux au niveau sanitaire, 5000 personnes, voire 4000 même, 4000 supporters avec des masques, avec une distance respectée dans un stade ouvert en plein air, que nous dans nos tafs respectifs où on travaille. Moi par exemple je travaille à Ligne d'Azur. Nos trams, nos bus sont archi blindés par exemple, et ça fait pas. Par exemple Estrosi, on n'entend pas plus que ça par rapport à. Là on l'a de suite entendu pour le stade en disant c'était une très bonne décision de Monsieur River, tout ça. Mais moi, à côté de ça, je vois très bien les trams tous les jours, les bus qui sont blindés de monde. Est-ce que c'est moins dangereux qu'un stade en plein air avec 5000 personnes avec des masques et Cédric, on va pas se mentir, il va y avoir un vrai révélateur de savoir si c'était une décision motivée par la santé ou si c'était réellement une décision motivée par la fronde de certains supporters. C'est le Tour de France qui part de Nice à partir juste après le match. Ouais. Il y a un quelconque public, et moi je souhaite que les fans de vélo puissent assister au Tour de France. J'ai pas cette mentalité. Si moi j'ai pas mon bonbon, personne n'en aura. Mais voilà, c'est tant mieux si à Marseille, à Monaco, il y a 5000 spectateurs. Surtout à Monaco, ça les changera un peu. Tant mieux si les fans de vélo peuvent voir le Tour de France. Mais après, faudra pas nous faire croire, si t'as du monde au bord des routes pendant le départ du Tour de France à Nice, que c'est l'ARS qui a demandé que le match se tienne pas. Ouais. Il faudra voir aussi, pareil, ce que tu dis, c'est très juste. Et il y a aussi la 4e journée Nice-Paris. Je pense qu'ils sont en train déjà de négocier ça, parce qu'un Nice-Paris à huis clos. Après, tu peux pas savoir dans un mois comment il va évoluer l'épidémie. Et moi, je comprendrais que face à Paris, ils nous disent que une semaine avant, ça y est, on a le feu vert, et qu'en attendant, tu demandes la jauge, que la jauge soit refusée, tout ça. Il vaut mieux attendre le dernier moment, plutôt que faire, puis revenir sur ses pas, puis ça. Le problème, c'est que tu crées aussi un précédent, c'est que tu te dis, admettons, on te dit face à Paris, d'accord, vous avez le feu vert et vous avez 8000, 9000 spectateurs si la jauge passe à 10 000. Tu vas encore devoir faire un choix entre tes supporters.
un mois après avoir dit non, mais on se sentait pas de faire un choix entre supporters, 48 heures après l'avoir vraiment fait. Après, si c'est en roue libre complet et tu vas devoir dire bon bah finalement il y a 10 000, donc ça va être passable parce que tu fais un peu moins de choix, ou en fait tu fais toujours un choix, c'est pas trop esprit mon gym ma famille. Donc je pense qu'ils se sont mis un peu mis dedans, et après tant que les gens pourront retourner au stade, tant mieux. Mais là ça va pas être tout de suite. Le truc c'est que ça va pas être tout de suite, parce que tous les clubs demandent plus de 5 000, ils font des demandes. Bordeaux a fait une demande à 10 000 refusée par le préfet. Marseille, 20 000. La demande de 20 000. Donc. Voilà, refusée. T'as d'autres clubs, j'ai pas tout suivi, parce qu'il n'y a pas eu toutes les décisions qui ont été prises là tout de suite, mais en tout cas, t'as pas mal de clubs qui ont fait aussi des demandes dans ce sens-là, et tout a été refusé. Donc je pense sincèrement que ça va être... Je pense pas qu'on repartira au stade tous ensemble. Une dernière fois là-dessus, la raison sanitaire, on peut tous la comprendre, et nous, moi, j'ai absolument pas les compétences pour en juger, et je pense que pas grand monde ne sait dans un mois pour Nice-Paris ce qui va se passer. Donc, quelle que soit la décision, du moment qu'elle est claire et définitive, elle sera acceptée, acceptée, tout ça. Très bien. Eh ben les gars, on va clore ce petit chapitre entre nous et on va passer avec nos auditeurs, parce que je vous rappelle, on fait une libre antenne. C'était un petit format qu'on avait fait pendant le confinement, ça vous avait plu. On s'est dit, à quelques jours donc de la reprise de la Ligue 1, eh bien on va relancer ça, et on est avec Théo, notre premier auditeur. Salut Théo. Théo. Salut à tous. Salut Théo. Bon, comment tu vas? Ça va bien, et vous? Ouais, ça va, nickel. Impeccable. Théo, tu as un peu monté la tension sur le sujet du huis clos, et puis ça va se faire. Putain, il est encore avec là-dessus, tu vois. Je me suis dit, on va tourner la page, il va se calmer. Non, il revient là-dessus, le mec. Non, je bois de l'eau fraîche, vous inquiétez pas. Vas-y, bois de l'eau. Ça, mouille-toi la nuque, ça va aller. Bois de l'eau, et en attendant, Théo va nous dire l'âge qu'il a et depuis quand il supporte l'OGC Nice. Du coup, je viens d'avoir 20 ans. Ouais. Et je supporte le l'OGC Nice. Merci, je supporte le l'OGC Nice depuis que j'ai 12 ans environ. Très bien. Parce que mon père, il est, enfin, ma famille entièrement n'est pas du tout sur le foot. Et sauf que il suivait quand même les résultats du gym, et du coup, et puis un jour, je suis tombé sur les matchs à la télévision, et depuis, c'est amour. Je suis Nice. Moi, bien sûr, du coup, je suis quand même né à Nice. Du coup, ça aide d'être né dans la ville. Mais... Ouais, j'imagine. Mais voilà. Bon, mais cool. Et ton ressenti là sur les dernières saisons de Nice, tu vois le club évoluer, toi, ou pour toi c'est une suite logique, il n'y a pas vraiment eu de changement avec Ineos, etc. Non, c'est quand même une évolution. Du coup, je suis pas le gym depuis 35 ans, mais quand même, quand on compare à l'époque de Puel où j'ai vraiment commencé à suivre, il y a quand même une évolution. Il y a quand même une belle marche qu'on a montée, au moins sur l'interne. En dehors du sportif, on a quand même l'impression qu'avec le centre de formation financé par Amavi, tout ça, il y a beaucoup de choses qui a évolué. Du coup, le club est structuré, bien sûr. Ouais, structurellement, c'est une grosse évolution. Du coup, Théo, tu voulais nous poser une question, on t'écoute, vas-y, dis-nous ce que... Ouais, moi, c'était par rapport au match de préparation. On parlait en dehors du fond de jeu, le 4-3-3, tout ça, je pense que vous avez déjà beaucoup parlé. Mais moi, je voulais parler de l'attitude des joueurs. On a un projet qui semble être assez basé sur... les dirigeants en parlent de joueurs de caractère, mais quand on voit les différentes années où ça ronronnait, on n'a pas l'impression, avec les recrues, que ça a eu une grosse évolution. Et du coup, maintenant, est-ce que vous pensez que cette saison, on va sentir dans le caractère de l'équipe, ou comme on l'a vu hier encore, avant de marquer un but, ça ronronne, on joue la baballe et on attend qu'il se passe quelque chose? Déjà, malgré tout, on a pris des joueurs on va dire de caractère. On a pris Schneiderlin qui va apporter qui nous apporte déjà, et qui va apporter encore son expérience, tout ça. Mais hors ces joueurs-là, t'enlèves Dante, Schneiderlin, autour c'est encore très très jeune. Donc voilà. Après, on n'a pas encore Ronny Lopez. On
On sait qu'on va peut-être encore faire 1 voire 2 recrues d'ici la toute fin du mercato, donc ça peut encore évoluer. Mais pour l'instant, l'équipe elle est relativement jeune, donc forcément il y a toujours ces petits problèmes comme tu l'as signalé, par exemple du match d'hier où il faut attendre ce penalty, cette égalisation pour un peu voir Nice sortir la tête de l'eau et être mieux dans le jeu, être plus présent. Donc oui, bien sûr, hein, il faudra voir maintenant est-ce que Vira va réussir aussi à leur donner une liberté dans le jeu, dans le sens où il faut qu'ils se lâchent. Si vraiment on est capable de bien jouer, que à 0-0, que tu sois mené ou que tu mènes 3-0. Donc ça, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus aussi. On a un effectif jeune, mais on a déjà vu des effectifs jeunes avec du tempérament et une bonne mentalité. Donc il y a pas de logique là-dedans. C'est ce que j'allais ajouter. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Bon, le manque d'expérience, tout ça, on en a parlé des dizaines de fois, je pense, entre l'émission et nos comptes Twitter. Mais faut effectivement distinguer le caractère de l'expérience. Et je pense que ce que Ineos voulait faire en recrutant des joueurs avec vraiment un caractère irréprochable et un professionnalisme à toute épreuve et en faisant partir ceux qui avaient été peut-être un peu en dilettante, j'ai quand même l'impression qu'il y a une progression là-dessus. Le meilleur exemple, je pense que c'est Danny Youck, qui est très très jeune, qui est pas amené à être en équipe première tout de suite, mais à peine arrivé, il parle déjà très très bien français. À l'entraînement, il demande durable au point que c'est les préparateurs physiques du club qui sont obligés de lui dire non, tu fais pas la deuxième séance avec l'autre groupe, t'as déjà fait la tienne. Un mec comme Hassan Kamara qui a l'air d'avoir une mentalité vraiment à toute épreuve, et nos amis rémois nous l'ont confirmé. Schneiderlin, qu'on connaît avec son passé d'international, et on sait que s'il a été appelé aussi souvent par les derniers sélectionneurs de l'équipe de France, je doute bien qu'il n'y a pas trop de problèmes de mentalité. Je pense qu'on a vraiment passé un cap là-dedans. Donc, est-ce que en termes d'agressivité et d'implication, comme tu dis, qu'on soit à 0-0, à 3-0, on a passé un cap. Ça, c'est la compétition qui va nous le dire. Et c'est vrai que sur les matchs amicaux, on n'a pas forcément eu cette impression-là, mais c'est qu'une avant-saison. Mais je pense qu'en termes d'état d'esprit, le groupe est mieux. Et avec le départ de certains lofters, ça sera même encore mieux. Et on va peut-être avoir envie de se faire davantage mal. Après, on n'a pas de Nainggolan, on n'a pas d'Argentin tatoué prêt à aller à la guerre non plus encore, mais je pense qu'on va éviter quelques désillusions comme le match face à Brest l'année dernière, le match face à Toulouse aussi, même si tu le gagnes au bout. Je pense qu'on s'est un peu prémuni de ce genre de scénario avec les recrues qu'on a eu cette saison. Ouais, je pense que le recrutement, il a été axé sur des joueurs à bonne mentalité, entre guillemets, c'est-à-dire des mecs qui vont vraiment t'apporter du positif, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire, tout ça. Donc oui, pour nous, c'est forcément une bonne nouvelle. Tu préfères avoir un joueur qui est positif, comme par exemple on voit Hassan Kamara, on le voit dans les vidéos du gym, dans le Zap Gym, tout ça. Il a l'air d'être tout le temps positif sur le terrain. Il est performant. Donc forcément, des recrues comme ça, c'est du bonheur. Et puis les matchs de préparation, faut pas oublier que ces matchs-là, c'est plus pour de la condition physique, pour se retrouver, pour créer un groupe, etc. Donc, je pense pas qu'il faille attirer beaucoup d'importance aux matchs de prépa, en fait. C'est pas fait pour dérouler. T'as plein d'équipes qui déroulent pendant les matchs de prépa, et après, dès qu'il y a une véritable compétition qui se met en place, donc un championnat, une coupe, etc. et tout, ça tourne pas aussi bien finalement. Donc, on l'a vu l'année dernière. Hein. Ouais, voilà. On l'a vu l'année dernière. Les deux derniers matchs de prépa, on en a pris 60 de buts. Ça nous a pas empêché de faire le 8-1 là, il a piqué. Puis même avec Lucien Favre, on avait perdu tous les matchs amicaux quasiment. Donc, voilà. Donc après, forcément, on juge pas. Moi personnellement, je juge rarement les résultats pendant la prépa. Ce que je juge, c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on nous montre, ce qu'on essaye de proposer, tout ça. Je pense que là, à une semaine du championnat, hier, c'était un bon test pour voir ce qu'on était capable de faire. Voilà, on en reparlera peut-être après avec un autre auditeur si on parle de ce match, mais on a vécu une première mi-temps compliquée, puis ça a été mieux par la suite. Il faut, de toute manière, là, je pense qu'il faut prendre son mal en patience et je sais pas pourquoi, mais je sens que Nice fera un bon championnat cette année. Ils m'ont l'air d'être complets.
comme tu disais, beaucoup d'expérience. Je parle par exemple de Ronny Lopez, qui en plus connaît bien le championnat français, qui a joué à un très bon niveau. Schneiderlin aussi. Schneiderlin, tu fais pas 12 ans en première ligue en étant presque titulaire. À Everton, il était un peu moins, mais en tout cas à Manchester United, pour bien connaître ce club, je peux te dire que tu n'es pas titulaire comme ça. Voilà, donc ils vont apporter. C'est un peu des garde-fous. Ils vont un peu apporter ce petit truc qui manque un peu à Aventinissa. Je dis pas qu'ils vont être champions à Aventinissa, moi, à l'OGC Nice, pardon. C'est nous qui allons être champions. C'est nous qui allons être champions des podcasts. Pourquoi pas? On l'espère en tout cas. Et ça, c'est grâce à vous. Putain, voilà, c'est placé. Mais non, en tout cas, voilà, je dis pas qu'ils vont être champions, même si j'aimerais qu'ils le soient. Mais on a senti que t'as eu du mal à le dire, ça, quand même. Non, mais tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ça a été douloureux. Ça a été douloureux, mais franchement, à un moment donné, j'en ai réellement plein le cul de voir Paris champion tout le temps. Réellement. Il y a, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a qu'en France, et certes, il y a aussi l'Allemagne avec le Bayern, mais là, on va basculer dans un autre débat, sinon. Mais voilà, il y a pas de. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a 3 championnats, 4 même. T'as la relégation, le ventre mou, ceux qui se battent pour l'Europa League, qui y vont et qui branlent rien après en Europa League. Et c'est aussi un autre débat. On va rentrer dans un autre débat. Et puis après, t'as les 2-3 places et t'as le champion qui fait son truc tout seul, quoi. Putain, c'est chiant, quoi. Ouais. C'est chiant. Mais bon. Théo, d'autres questions à poser? On m'avait plutôt convaincu. Ah, ça va. Après, j'attends de voir, comme vous avez dit, pour les matchs comme Toulouse l'année dernière, est-ce qu'on va réussir, grâce à cette expérience, à en sortir vainqueur. Mais je comprends du coup le raisonnement. Et c'est vrai que la préparation, elle ne peut pas mettre une base pour la saison prochaine. Donc, on va avoir des dimanches. C'est toujours compliqué. C'est la compétition qui malheureusement, donc on verra dimanche. Et puis on doit toujours être moins motivé en tant que joueur de faire des matchs de préparation. Oui. Alors que là, il y a un championnat à préparer dès le début, ça va arriver fort. Et c'est ça. On a un gros début de calendrier. Ouais, les 3 premiers matchs, on en parlait en off sur Twitter. Si tu peux prendre des points sur les 3 premiers matchs, c'est bien parce que la 4e journée c'est Paris. Mais t'attaques par Lens, Strasbourg et Montpellier, c'est ça, je crois. Donc tu peux tu peux espérer prendre 6-7 points si avec l'équipe qu'on vient de monter. Je dis que Lens, Strasbourg, Montpellier, c'est pas insurmontable et 6-7 points, c'est envisageable quand même. En plus, du coup, maintenant, il n'y a plus vraiment de vrai domicile avec sans public. Du coup, Montpellier fait moins peur que. Même Strasbourg, Strasbourg chez eux, c'est costaud. C'est vrai. Ça change pas mal les choses cette année. C'est clair. Il y a ça qui va changer les choses, et je le répète encore une fois, il y a aussi le calendrier de la Ligue 1 qui vient de changer, et les automatismes ne sont pas les mêmes. Quand tu joues à midi et quand tu joues à 21h, ça n'a strictement rien à voir. Surtout quand tu vas toi jouer la Coupe d'Europe, tu vas perdre une journée de récup, etc. T'as beaucoup de joueurs français qui sont partis jouer en Angleterre, ou eux en Angleterre, ça fait très longtemps qu'ils jouent à midi, à 13h, etc. Et eux-mêmes te disent que c'est pas du tout pareil, quoi. T'as pas les mêmes automatismes, à peine tu te réveilles, t'as pas de collation, t'as rien, pour être prêt pour le match, etc. Donc c'est compliqué. Les premiers matchs vont être compliqués pour ceux qui vont jouer le dimanche entre midi et 2, je pense. Ou même dans l'après-midi, quand tu joues à 15h, c'est toujours compliqué, ça. Schneiderlin, ça lui rappellera sa belle époque anglaise. Ben voilà, c'est ça. Il joue tout le temps, le 25 décembre, ils s'en foutent royal. Ils s'en foutent là-bas. Mais tu vois, c'est vrai que c'est important, surtout que, voilà, encore une fois, Nice va jouer la Coupe d'Europe et que c'est important d'avoir des jours de récup. Et quand tu joueras le dimanche, parce que généralement l'Europa League c'est le jeudi, c'est le jeudi, le dimanche, si tu joues à midi 13h, ça t'enlève une journée de récup. Vraiment. Ou une bonne demi-journée. Donc ça va être, il y a ça aussi à prendre en compte là-dessus. Mais bon, en tout cas, je pense qu'ils vont quand même plutôt bien s'en sortir, et j'espère qu'ils joueront l'Europa League à fond. Enfin, un club qui pourra jouer l'Europa League à fond, en dehors de Marseille et Lyon, ce qu'ils avaient fait ces derniers temps. Mais quand tu vois les Rennes, Saint-Etienne qui ne jouent jamais, ça commence un peu à casser les couilles, ça. Théo, tu le vois, tu vois le classement de Nice en fin de saison. Si tu dois te mouiller un peu là, tu mettrais quelle place pour le GC Nice? C'est dur, ça. Ah mec,
Moule-toi un peu. Donne-nous du palpitant. Le mercato, on sait même pas encore qu'est-ce qui va se passer à Lyon, qu'est-ce qui va se passer à Monaco, on sait pas du tout. Du coup, une place européenne, forcément. Parce que, en espérant encore une ou deux recrues à Nice, j'espère faire la 4e, 3e place, 4e place. Ah ouais, ambitieux quand même. 4e place. Ah ouais, tu veux pas te... Tu veux pas te mouiller, mais tu vas quand même, hein. On ressortira le podcast si on est 3e ou 4e. C'est ça. Théo avait tout vu. Théo avait tout vu, comme c'est notre mascotte, quoi. Bon, Théo, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette libre antenne à Ventinissa. Écoute, dans la saison, je pense qu'on continuera à faire ce genre de programme et on n'hésitera pas à te recontacter, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ciao. Merci Théo. Merci, à la prochaine Théo. Allez, on continue cette libre antenne sur Avantinissa dans le podcast sur l'OGC Nice avec cette fois-ci Renaud. Est-ce qu'il est là, Renaud? On l'appelle. Ah, on l'appelle. T'es un standardiste pour tailler l'OGC Nice, ça y va, mais après... Pour tailler le huis clos, vivant le standard. Ouais, voilà, c'est... Putain. Renaud, il est là. Renaud est toujours là, c'est l'habitué de l'émission. Ouais. Eh oui, salut Renaud. Salut Brice, salut les gars. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va, nickel. Ça va, on a bien attaqué, on a récupéré Brice, on est en bombe, c'est bon. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, je suis très très heureux d'être parmi vous. Ah écoute, merci, ça nous fait plaisir à nous aussi. C'est cool, merci beaucoup. Renaud, tu as quelques questions à nous poser concernant l'OGC Nice. Oui, moi je voulais un peu qu'on partage nos opinions sur un peu tout ce qu'on a pu voir depuis le début de la prépa. On a eu un groupe quand même qui s'est étoffé de manière, je dirais, assez intelligente et conforme au projet Ineos. Maintenant, sur les derniers matchs, les 2 derniers amicaux, on a quand même pu voir un peu les difficultés qui nous attendent. C'est tout à fait normal, hein, le groupe est encore jeune, même s'il a été un peu complété avec l'arrivée de Schneiderlin. On s'aperçoit quand même qu'au niveau du jeu en lui-même, si on prend le match d'hier, ça a été encore quand même très très compliqué. Enfin, c'est une équipe bien rodée, qui va certainement jouer du tableau et qui, avec ce pressing vraiment très haut, nous a beaucoup déstabilisés. Et on s'aperçoit encore quand même, pour moi, à mon avis, au niveau du milieu de terrain, même si Schneiderlin s'est fait du bien par sa présence et son expérience, je sens quand même qu'on a encore des difficultés pour trouver un milieu de terrain techniquement à la carte bloc et d'être propre techniquement pour aller chercher nos trois offensifs. Parce qu'on a quand même vu hier Dolberg, pour moi, encore dans les travers d'année dernière, assez esselé. Et je voulais un peu partager un peu votre avis, savoir si vous aviez la même opinion. Ouais, malheureusement, ça s'est un peu transformé en fronde anti-Kefren Thuram, les 2 dernières compositions d'équipe, enfin les réactions aux dernières compositions d'équipe avec ce milieu Schneiderlin, Thuram, PLM, dont on a du mal à voir la complémentarité sur le papier comme sur le terrain. C'est dommage dans le sens où Kefren Thuram, je pense que c'est un des meilleurs niçois sur la préparation d'avant-saison. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'il s'est vraiment imposé dans le groupe pro et aujourd'hui il est vraiment dans ce groupe de 14-15 joueurs qu'on risque de voir assez souvent, mais pas forcément dans le rôle de numéro 8 que Patrick Gérard essaie de lui prêter ces dernières semaines. Ça se fait un peu au détriment de Trouillet qui est plus compatible avec ce rôle, mais un peu plus loin dans la hiérarchie, parce que il est là depuis moins longtemps, il est un peu plus jeune, un peu moins expérimenté. Mais c'est vrai que on constate toujours les mêmes problèmes de faire remonter le bloc, de trouver Dolberg, d'essayer de remonter la balle, passer notre moitié de terrain. Et t'as l'impression que malgré les changements au milieu, malgré énormément de joueurs, énormément de profils différents dans ce secteur, même si la moitié font partie du loft maintenant, tu ne trouves toujours pas en fait la solution pour faire jouer tous ces joueurs correctement et pour un football offensif. C'est ça, moi ce que je trouve, on a parlé X fois de ce 4-3-3, qui est pas une compo que je j'aime pas à la base, mais quand tu vois... Mais c'était même pas le 4-3-3 le problème, vas-y, mais c'est vraiment le profil de joueurs selon moi. Ouais, mais justement, on a des profils de joueurs, quand tu vois hier la compo, comment, le 11 titulaire, tu te dis comment c'est possible de jouer comme ça en fait. T'as Gouiri qui est un 9, qui joue à gauche,
t'as ACM qui est plutôt bon en 10, qui est à droite. Pourquoi enfin, bon, maintenant c'est un peu tard parce qu'on sait qu'on va jouer en 4-3-3 tout ça. Mais pourquoi t'essayes pas de jouer avec un 11 plus axial, du coup, avec un 10 et 2 numéro 9, mais de mettre Dolberg, Gouiri devant, ACM en 10 et tes 3 joueurs au milieu, hein, sans les bouger, parce qu'on en a parlé aussi. Mais pourquoi on n'essaye pas ça? Je trouve que Virage, sur ça, il est hyper fermé, malgré les profils de joueurs. On a un profil de joueur qui sur le papier pourrait très bien s'entendre avec une compo comme ça, avec 2 numéros 9 et un numéro 10. Après, si on doit parler si on doit parler du système, on n'est pas d'accord là-dessus, c'est un de nos rares points de désaccord, mais le problème c'est que partir en 3-5-2 pour saison, sachant qu'en fait tu as un numéro 9 et demi, t'as Dolberg et t'as Gouiri qui, encore une fois, a beaucoup de talent, mais je suis pas sûr qu'il soit prêt pour faire une saison de 50 matchs là tout de suite, alors qu'il a jamais joué en Ligue 1. Pour moi, jouer à une pointe, ça me semble être le système qu'il faut. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu joues pas en 4-2-3-1 où tu peux installer ACM en numéro 10 ou PLM, même à la base, PLM à Dijon, c'est un poste qui lui sied bien. Ça te permet d'avoir de véritables ailiers. Si tu veux jouer à la France 98 et à la Deschamps avec un carré solide et te mettre Schneiderlin-Thuram en double pivot, ben tu peux. C'est comme on l'a fait Puel l'a fait par le passé avec Digard Mendy aussi, mais pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, effectivement, tu aurais déjà un peu plus des joueurs à leur poste. On sait que Gouiri, il est peut-être pas amené à rester sur l'aile très longtemps, parce que du moment que tu auras Ronny Lopez dans l'effectif et sur le terrain, on pense que c'est peut-être ACM qui va récupérer l'aile gauche. Mais là où je te rejoins par contre, c'est qu'effectivement, Vieira s'est enfermé dans son 4-3-3 qui sera le système pour la saison. Moi, autant ça me pose pas forcément de problème si le mercato nous amène le joueur ou les 2 joueurs qui nous manquent pour jouer comme ça. Mais par contre, derrière, il faut dire aussi qu'il t'explique dans la presse que la préparation, c'est bien, ça lui a permis de travailler plusieurs systèmes. Je sais pas vous, mais on en a vu qu'un pour l'instant. Ça c'est clair. Sur des phases offensives, peut-être qu'il y a des moments où on était plus en 4-2-3-1 qu'en 4-3-3, mais est-ce que t'as vraiment même quand le standard, je te rappelle, Nice Matin avait annoncé qu'on devait, même lui, je crois, Vieira avait annoncé qu'on allait jouer en 3-5-2 contre le standard, et finalement il a bien 4-3-3. Mais après, pour reparler du match d'hier, je sais que Renaud a vu le match, on a parlé tout ça. Moi, il y a vraiment un truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sky, c'est qu'on a un bloc de milieu qui est pas très complémentaire, parce que même si Thuram se projette un peu, hier on a vu, il a mis un très beau but, mais on a toujours tendance à voir ce milieu très très bas et à avoir ce cassure de 20-30 mètres entre Dolberg et ses milieux de terrain. Et hier, à un moment, c'était flagrant. Je sais pas ce qu'en a pensé Renaud, mais exactement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que il y a un écart énorme entre les lignes et la lecture, elle est tellement facile. Donc il faut. C'est vrai qu'à froid, c'est facile d'analyser. On est tous un peu entraîneurs à nos heures perdues. Oui. Mais mais la lecture est tellement facile. Comme vous l'avez très bien dit, on fait 8 matchs amicaux, on fait 8 matchs en 4-3-3. À un moment donné, il y a les matchs amicaux, c'est peut-être fait aussi pour tester des systèmes. Sur un match où, par exemple, contre le FC Dax, tu déroules, c'est peut-être l'occasion de dire, tiens, je vais en profiter pour mettre pour essayer un système. Demain, t'es dans un match, t'es dans une difficulté, t'es pas à l'abri d'une blessure, tu te mets un système que tu n'auras jamais travaillé en prépa, ou on te dira, oui, non, mais on l'a travaillé à l'entraînement, oui, mais tu l'as jamais fait en configuration de match. Donc, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que tu fais 8 matchs amicaux, c'est très bien, mais on a très très bien compris, comme tu avais dit, que ce sera du 4-3-3 pur et simple, avec des joueurs qui seront pas forcément à l'aise dans leur poste, alors qu'ils font une très bonne prépa. Moi, je suis d'accord avec toi, Thuram, il a fait une très bonne prépa. Trouillet, moi, j'ai trouvé intéressant aussi. Ouais. Malheureusement, il est un peu victime, comme tu dis, il est un peu à la hiérarchie. Dans le 4-2-3-1, moi, il y a peut-être un 4-3-2-1 aussi, où tu peux, dans les schémas offensifs, demander à Gouiri, à CM peut-être de resserrer sur Dolberg, parce qu'on a la chance cette année d'avoir avec Atal les camarades de latéraux qui vont super vite et qui, pour moi, vont prendre les couloirs sans problème. Il y a plein d'animations, mais ça se retranscrit pas vraiment dans les matchs amicaux. C'est vraiment tellement le jeu, notre schéma, il est vraiment prévisible. C'est ça que je trouve dommage. Et encore une fois, c'est vrai que la limite de terrain, on s'expose.
t'as raison. En tout cas, on est d'accord là-dessus. Après, on sait pas si on a raison au final, mais moi j'ai un peu peur qu'on s'enferme aussi dans un jeu stéréotypé. À part le but de Thuram qui est exceptionnel parce que il part d'une mauvaise relance de la défense rennaise. En fait, tu regardes, mais il y a énormément de buts dans cette préparation et notamment sur le match d'hier qui sont venus d'un exploit personnel d'Attal qui s'avale tout son couloir et qui va provoquer un penalty. Il y a eu beaucoup d'occasions aussi où il a pu centrer même si c'est pas allé au fond. Donc en fait, tu n'as aucun outil, aucun joueur capable de faire remonter le bloc par un jeu de passe, par des courses. Tu n'as que Attal qui tout seul va s'avaler 50 mètres pour faire remonter après mécaniquement le bloc à côté de lui. Mais ça passera pas face à toutes les équipes de Ligue 1, ça passera pas pendant 50 matchs, ça passera probablement pas en Europe. Et en fait, tu te rends compte que ça, c'était déjà la façon de jouer il y a 2 saisons quand tu avais ça justement quoi. Voilà, tu serrais plus d'air, mais même quand t'avais Attal, au final, Attal, il finit la saison, il te met son triplé face à Guingamp et tout ça, mais tu te dis, dans le jeu, faut être honnête, tu as progressé, je pense, dans la relance derrière. Il y a quand même la relance au sol depuis l'arrière est bien meilleure et tu arrives à te sortir de situations compliquées et à remonter jusqu'au milieu de terrain avec un système de passe venu de l'arrière assez plaisant à voir, qui, toute proportion gardée, ressemble un peu plus à l'ADN de l'OGC Nice qu'on avait vu avec Puel et avec Lucien Favre, mais je rejoins Renaud dans le côté où une fois que la balle arrive au milieu, tu te rends compte que ton milieu déjà il est 20 mètres plus bas que ce qu'il devrait être pour trouver les joueurs offensifs, et à part compter sur un exploit personnel de ACM qui a du mal à en faire ou de Attal, en fait t'as aucune solution. Hier on l'a vu, on a fait un nombre incalculable de passes dans nos 40 mètres. À Dante, à Bambou, qui passait sur les latéraux, puis ça revenait derrière. Vraiment, c'était fatigant, même, il n'y avait aucune verticalité. Donc, la fameuse verticalité chère à Claude Puel. C'est ça. Non, mais on sait que l'animation offensive, elle est compliquée chez nous. Voilà. Alors, est-ce que la blessure de Boudaoui, elle a fait que ça diffère du coup, et le fait que Ronny Lopez n'est pas encore là, peut-être ça va changer beaucoup de choses. Je sais pas, j'espère en tout cas, mais c'est vrai que c'est sûr, si tu changes tes 2 ailiers et un de tes 3 milieux de terrain, une fois que les blessures et le mercato seront terminés, ton équipe, t'as un tiers de l'équipe qui change et t'as tous les secteurs. On peut qu'espérer qu'effectivement avec Ronny Lopez, un ailier gauche ou ACM qui du coup sera peut-être plus à l'aise, on sera moins dépendant de lui pour remonter le ballon. Voilà, et un numéro 8, on espère qu'il sera un peu plus en capacité de distribuer des ballons, comme le faisait Cyprien avant sa blessure quand il était mis à ce poste-là, comme l'a fait Mika Seri dans ses meilleures saisons chez nous. Mais bon, à l'heure actuelle, en fait, t'as l'impression que la transition entre le milieu de terrain et l'attaque, c'est des longues transversales de PLM, et c'est tout. Donc c'est un peu limité. Qui fait pas mal ça aussi. Mais c'est vrai que on a tendance à beaucoup écarter, mais je vais refaire mon Claude Puel, mais on manque de verticalité du coup. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est, alors, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand on va être amené à jouer des équipes qui vont jouer bloc bas, qui vont attendre. Là, on joue une équipe comme un Rennes, il y a des équipes qui aiment le jeu, qui pratiquent du jeu, je pense que ça va être intéressant. Mais quand on va tomber contre des équipes qui vont venir fermer parce qu'ils vont comprendre qu'on est très bon dans nos 40 mètres pour faire des passes, mais qu'après, ça se complique pour nous, est-ce que pour l'instant vous pensez qu'on a des joueurs capables pour pouvoir justement faire des différences et mettre un peu de folie et emballer des matchs, parce qu'on peut très bien se retrouver avec des matchs où on va faire tourner le ballon pendant 30 minutes, on va avoir 70% de possession de balle, mais au final on aura 3 occasions. Ouais, il peut être une possession stérile, hein. C'est sûr. T'as quand même un peu plus de qualité technique supposément dans le groupe aujourd'hui que dans l'effectif l'année dernière. Tu récupères Attal qui t'a quand même manqué pas mal de mois dans l'année et qui en plus avait raté son début de saison avant sa blessure. Un mec comme Gouiri, on a du mal à se projeter sur ce que va être son temps de jeu, mais on l'a vu pendant la prépa, notamment le stage en Autriche aussi, que dans les petits espaces, il est quand même assez précieux. On peut imaginer que Ronny Lopez, il a aussi une certaine capacité de dribble.
Donc peut-être que en se reposant sur les individualités et leur technicité, tu vas réussir un peu mieux que la saison dernière à déjouer un bloc bas. Mais par contre, c'est vrai qu'on se projette pas, et je sais que j'énerve tout le monde à faire la comparaison avec Lucien Favre, hein. Mais ce jeu Lucien Favre de passe, de redoublement de passe pour contourner le bloc, là, à l'heure actuelle, ça peut évoluer dans la saison. Je vois pas l'effectif être capable de le faire. Il manque bien 2-3 joueurs qui ont l'intelligence de jeu et la touche technique nécessaire pour le faire. Et notamment, t'as un joueur comme Trouillet aussi, qui est vraiment très bon. Ça pue le foot. Un joueur comme Trouillet, mais bon, Trouillet, c'est comme Guiri. On est convaincu après cette prépa qu'ils ont un gros potentiel, mais est-ce que c'est des titulaires en puissance pour une saison à 50 matchs? Donc oui, ils vont faire leurs 20-25 matchs minimum, vu ce qu'ils nous attendent et vu leur qualité. Ils vont être précieux dans l'entrée, dans leur entrée. Ça veut dire face à une équipe. Ouais, mais dans leur entrée de jeu, ils vont être précieux. Tu vois. Ça va être, c'est peut-être ça aussi la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un banc. Les 20 dernières minutes, c'est sûr. Ils peuvent dynamiter. Aujourd'hui, tu as quand même un banc il est ce qu'il est, mais il est quand même, pour une Ligue 1, plus qu'honorable. Et je pense que des mecs comme Trouillet, Gouiri, Ronny Lopez, je l'espère qu'il va bien vraiment faire un peu les mêmes saisons qu'il pouvait faire du côté de Monaco, de Lille, etc. Et je pense que ça va être très très fort. Je pense que là, tu as des joueurs pour faire l'exploit. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas s'attendre qu'à ça, et qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'ils mettent des jeux de passe entre eux pour mieux se trouver, chercher l'espace, etc. Parce que putain, sinon, on va se faire chier quand même. Hier, mais ça depuis 2 ans, en fait. On va revenir là-dessus, mais... Non, mais le problème qu'il y a, c'est que... Hier, je disais, pendant le match, on a vraiment entendu... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Voilà. Mais hier pendant le match, on entendait très bien, du coup il y avait personne, donc on a entendu plusieurs fois Vira réclamer du rythme à son équipe parce qu'on manquait énormément de vitesse, de redoublement de passe, comme l'a dit Sky tout à l'heure. Voilà. Après, moi, pour répondre à la question de Renaud, pour repartir sur ça, moi, ce qui va surtout m'inquiéter, en fait, c'est qu'on l'a bien vu là contre Salzbourg, et hier la première mi-temps contre Rennes, c'est que on a beaucoup de mal contre les équipes qui nous pressent haut, quoi. C'est que on a tendance à vraiment reculer immédiatement dès qu'on est pressé. Alors voilà, on a du mal à contourner ce pressing haut, et en Europa League, il y a beaucoup de clubs comme ça, des clubs qui vont te presser, même en Ligue 1, hein, je veux dire, quand tu vas, il y a des analyses vidéo pour ça, quand ils vont voir qu'on a beaucoup de mal sur ça. J'espère qu'on va arriver à rapidement contourner ça, en mettant du rythme, tout simplement, hein. Je veux dire, tu mets du rythme, on l'a vu à partir du moment où on a égalisé, et en deuxième mi-temps, à partir du moment où tu es plus agressif, que tu fais plus de jeux, que tu joues plus vite, forcément en face tu les fais reculer. Tu les fais reculer forcément, et t'arrives à un peu plus mettre le pied sur le ballon et faire du jeu. Donc j'espère vraiment que ça, c'est un point sur lequel Vira travaille, parce que voilà, dès qu'on va être précis, ça va être compliqué. J'ai du mal à y croire, vu que c'est un scénario qu'on a vu je sais pas combien de fois la saison dernière, mais combien de matchs on s'est fait rattraper au score parce que on mène 2-0 tranquille, tout va bien, on laisse le ballon à l'adversaire, et du coup on décide de défendre en reculant. C'est pas pour blâmer individuellement les joueurs, mais combien de courses de Dante ou de Ensoki qui rétro-pédalent à toute vitesse et qui défendent en reculant et qui courent à la catastrophe. On l'a vu, on l'a vu tellement de fois. Mais et là, ce qui est inquiétant, c'est que dans les matchs, il y a des progrès, on les a soulignés. On n'a pas, le but c'est pas de faire les corbeaux non plus, mais t'as quand même des points où tu sens que les manques des saisons précédentes sont pas tout à fait effacés. Ce qui est normal aussi au mois d'août, hein. C'est pas irréversible pour la saison à venir, mais c'est des points de vigilance qui demeurent malgré le recrutement, comme disait Renaud en arrivant, recrutement qui est de qualité, qui semble intelligent. Renaud. Après, c'est vrai, comme disait Brice, c'est vrai que hier, quand tu regardes le banc Brice hier, c'est vrai que tu te dis quand même que t'es costaud, quoi. C'est que si derrière t'as un Pépin, t'as quand même Pelmar, Daniluc, au milieu de terrain, t'as quand même Trouillet, t'as même Ensoki, hein, derrière, t'as des jeunes qui t'ont dit le plus grand bien, donc voilà, t'as quand même un assez équilibré pour tenir en Ligue 1. Mais il te manque 4-5 joueurs, il te manque Lotomba, Danilo, Michigan. Donc oui, le banc il est étoffé, c'est un plus, mais après alors le coach il a dit qu'on était prêt pour la Ligue 1, pourquoi pas,
Si tu le contraire, on s'égorge tous. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on dit qu'on va jouer l'Europa League à fond. Et ça me fait un peu, voilà, je suis encore un peu sceptique pour l'instant. Donc. Après, attention, on verra dimanche. Dimanche, ça va être un bon test déjà. Ouais, déjà, mais t'as surtout des fois des équipes qui sont faites pour jouer des coupes. Ça, pour la Coupe d'Europe, tu peux pas savoir. Hein. Il y a quelques temps de ça, voilà, encore une fois, je vais reparler de Marseille, mais Marseille, le parcours en Europa League, putain, les mecs, ils se transcendaient, quoi. Et tu regardais les matchs de... Même Guingamp, hein. Ou même Guingamp, ouais, voilà. fait un parcours exceptionnel par rapport à la qualité du groupe et leur saison en Ligue 1. Parce qu'il y en a qui ont cette mentalité. Par exemple, il y en a qui ont cette mentalité-là où les matchs, on va dire, plus ou moins couperés, façon de parler, hein, ils ont la mentalité pour. Et les matchs de championnat où c'est plus ou moins, on va dire, un marathon, où tu sais que tu peux rattraper des points ou pas, mais il y en a qui réfléchissent dans ce style-là, en fait. Tu as des joueurs, malheureusement, comme ça. Donc, tant en Coupe d'Europe, tu fais un bête de parcours, hein. T'en sais rien, ça, pour le moment. Le problème, c'est que la mentalité coupe à Nice, quand on voit nos résultats sur les coupes nationales ces 5 dernières années, je suis pas trop convaincu, quoi. Mais bon, après, c'est l'histoire d'un groupe. Le groupe est différent des années précédentes. Sur une dynamique, ça peut partir après. Hein, mais... Et puis aujourd'hui, tu as l'exemple aussi de Paris, Lyon, qui viennent de se qualifier pour des demi-finales. Ça peut te donner un petit truc de dire, tiens, bon, nous aussi, on veut faire pareil. C'est peut-être un peu utopiste là ce que je dis, mais tu peux avoir des clubs en disant si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous aussi, tu vois. Alors, je pense qu'en Europa League, il faut même pas calculer, tu la joues à fond, et là ça quoi. Je comprends même pas comment tu peux pour un club comme nous, là sur ces quelques années, on en a quand même, c'est notre 4e participation en Europa League, je crois. Ça sera notre 4e. Je veux dire voilà, mais après à part ça, on a mangé du pain noir pendant tellement longtemps que je comprends pas comment tu peux réfléchir à est-ce que tu la joues à fond, est-ce que tu privilégies tu joues tes matchs à fond. Tu vas pouvoir faire des belles confrontations face à des belles équipes européennes parce que tu vas être dans le chapeau 3, je crois, un truc comme ça, on avait vu. Donc voilà, il faut il faut la jouer à fond et voilà, espérer passer les poules. Je pense que voilà, c'est le minimum, hein, je pense, qu'il faut espérer. Et après voilà, là-dessus il y a aucun doute à avoir. Tu demanderas à tout le monde espère. On l'a vu avec Schneiderlin, il a dans son interview, il a parlé de l'Europa League. Il a dit clairement qu'il venait pour la jouer. Après, bien sûr, il s'est pas fixé d'objectif, mais puis quand tu vois, comme dit Eric, quand tu vois le parcours de Marseille, quand tu vois dans une moindre mesure ceux de Rennes, de Guingamp, je te dis oui, l'objectif cette saison, c'est pas de jouer un quart ou une demi-finale d'Europa League. Encore que le tirage est tellement hétérogène. Après l'Europa League, aussi bien en 16e de finale, tu te tapes le 3e de groupe de la mort en Ligue des Champions et t'as aucun regret de pas passer les 16e. Aussi bien, t'as des chances au tirage pendant 2-3 tours et tu te retrouves vite de finale avec d'autres grosses équipes. Donc je pense, comme tu dis, faut la jouer à fond. Je sais pas par contre, et c'est ce que disait Renaud, est-ce que pour l'instant on a les moyens de la jouer à fond, que ce soit tactiquement au niveau du groupe? Je suis pas sûr, mais le mercato il dure encore quasiment 2 mois, donc déjà, on va pas poser des questions. Et l'Europa League commence fin octobre. Mais t'es obligé de la jouer, tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Nice a une ambition d'être un très grand club en France, etc. et tout, et que aucun joueur ne viendra si tu te fais poutrer en Coupe d'Europe. T'as aucun bon joueur qui viendra. Tu sais, à un moment donné, que tu le veuilles ou non, mais si t'as pas une vision en Europe, on va dire, que tu peux pas attirer des joueurs, des bons joueurs européens si les mecs savent même pas où c'est mis sur la carte, quoi. Donc ne serait-ce que ton ambition, tu vas avoir du mal à convaincre beaucoup de joueurs de venir en Ligue 1 déjà. Donc effectivement, si t'as pas l'exposition européenne, tu vas avoir du mal à franchir un palier. Et au final, t'as le foot portugais qui a bénéficié des résultats de ces clubs en Coupe d'Europe pour attirer de gros joueurs dans des championnats plus faibles. Bien sûr. T'as aussi dans un autre registre, t'as aussi l'Ukraine aussi. T'as l'Ukraine, voilà, j'allais te dire le Shakhtar, tout ça et tout, qui arrive à bien recruter, etc. D'ailleurs, le Shakhtar, ils sont encore qualifiés pour cette Europa League là, et ils jouent très très bien. J'ai vu le match,
Franchement, j'en ai vu que 2 là pour le coup, mais tu sens que les mecs, ça déroule. Donc voilà, c'est des clubs malheureusement qui sont plus forts que nous, puisqu'ils sont là depuis plus longtemps en Coupe d'Europe et qui la jouent, eux, cette Coupe d'Europe là. Et ils arrivent à toujours avoir une espèce déjà de CV quand ils donnent ça aux joueurs en disant nous on mise, nous on a déjà... je sais pas moi, 6 ou 8 quarts de finale d'Europa League, 2 de Ligue des Champions, des trucs comme ça et tout. Bah, le joueur, déjà, il sait où c'est, sur la carte, comme il disait Bada, et puis derrière... il a déjà vu des matchs. Il a déjà vu des matchs, il voit comme c'est. Donc, pour Nice, même pour les autres clubs français, tu me diras, qui la jouent, pour le championnat, en tout cas, tu es obligé de jouer cette coupe. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout le temps se qualifier pour la Ligue des Champions, pour ne pas aller la jouer derrière, ou pareil pour certains clubs qui jouent l'Europa League. Voilà, juste pour le fric. On a souvent entendu, oui, ça rapporte moins l'Europa League avec des champions, mais, ouais, mais bon. Mais bordel, ça passe par là, comme tu l'as dit, Brice, ça passe par là, ça passe par... il faut monter les étapes, et si visuellement t'arrives pas déjà à t'exposer en Europa League, ça sert à rien d'espérer faire la Ligue des Champions tous les ans. Hein. Évidemment. Oui. En plus, ça développe la culture européenne de ton club aussi. Donc, mais bien sûr, tu vas pas bien jouer en Ligue des Champions de suite si t'as pas fait des parcours en Europa League avant. Bah, c'est ça, exactement. Ah bah, un bon exemple avec le SCCI aussi qui performait en Europa League. Mais moi, simplement, c'est la petite présence, c'est comme l'a porté Sky, c'est que moi, où j'étais un peu sceptique, c'était par rapport à l'effectif. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que les clubs vont jouer la Coupe d'Europe à fond parce que c'est un projet, ça fait partie du projet Ineos. Mais hormis si tu prends Dante, tu prends Dolberg, tu prends Enzo Schneiderlin. Après, voilà, on a quand même quelques joueurs cadres pour encadrer ce jeune groupe, donc ça va leur permettre de franchir encore des paliers. Mais est-ce que vous pensez que ce groupe, à l'heure actuelle, est assez étoffé pour aller chercher Non, et je pense même que selon le tirage, voilà. Moi, c'est exactement ça. C'est selon le tirage, je pense que tu ne sors même pas de la poule. Donc, mais après, dans la liste de joueurs que tu disais, faudra rajouter Ronny Lopez qui a quand même une expérience de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Et on espère que ce soit un gros numéro 8 ou l'ailier gauche qui arrive. On espère que ce sera des profils de joueurs qui aussi auront pas besoin d'avoir une énorme expérience, mais un joueur comme Dolberg est très jeune, mais il a déjà emmené l'Ajax en finale d'Europa League. Donc si c'est un joueur qui est biberonné dans un grand club qui a cette culture européenne, même depuis le centre de formation, tu vois, même un joueur comme Guiri, ça a jamais joué en Ligue 1, ça n'a pas joué à la Ligue des Champions, mais ça vient de Lyon où l'Europe fait partie de l'ADN, il a performé en Youth League, donc tu sais qu'il a la mentalité un peu match près, les déplacements européens, tout ça. Donc lui, tu sais que c'est pas le joueur qui va. Il va pas faire de l'huile. Il va pas faire de l'huile dès le pré-match, quoi. C'est ça. Donc même aller chercher des très jeunes joueurs, mais dans des grands clubs, pareil, Dan Hughes, l'ADN Bayern, tu sais qu'il va pas avoir peur d'un adversaire. Et le Real aussi. De marcher sur les autres et le Real avant. Non, c'est ça. Bon, Renaud, merci beaucoup en tout cas pour être venu dans notre podcast. Merci à vous. C'est plaisir de discuter avec vous. C'est un plaisir partagé. Continuez comme ça, les gars. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À très bientôt. Allez, ciao, à très bientôt. Ciao. Dimanche. On va passer avec notre dernier auditeur. Il s'appelle Axel. Il sera avec nous d'ici quelques secondes. Le temps qu'il décroche. Le temps qu'il décroche, exactement. Et il est là. Il est là. Salut Axel. Axel. Ça va les gars? Ça va, nickel. Ça va, parfait. Hein. Ça, t'as mis le réveil, c'est bon? Ouais, t'as fait te lever tôt un dimanche matin, t'as vu? À 10h là, je peux plus. Putain, c'est beau la jeunesse. Putain. Ça va? Bah ouais, le match d'hier, on a vu le match de Nice. On a gagné, c'est bien là pour la confiance, quoi. Ouais. Oui. Mais je préfère de parler de Vieira. J'aimerais qu'on lui laisse un peu de temps quand même avant de juger, même si sur le terrain on voit pas grand chose, mais ça fait 2 ans qu'on voit pas grand chose, mais à sa décharge ça fait du temps, 2 ans. Ça fait du temps, mais bon, à sa décharge, la première saison il avait un effectif qui était dégueulasse, on peut dire ça quand même. C'est le feu au club avec les Chinois, Fournier River qui part en pleine saison. Bon, il maintient le club quand même
avec aussi un jeu dégueulasse, mais on a fini, je sais plus combien, on a fini combien cette saison-là? Septième. Et après, donc, c'était quand même pas mal avec une équipe dégueulasse, même si on n'a rien vu au niveau du jeu. La deuxième saison, on a eu les recrues la dernière semaine d'août Delberg, Conmoris et Ounas. Même si il a refusé un arrière-gauche d'Albert en prêt. Ouais, mais c'est pas grave, il a refusé d'Albert. Donc ça, faut quand même lui reconnaître un certain talent. Sky va être content. Non, moi j'ai toujours cru en Vieira. Il a reconnu tout dans l'histoire, etc. Bon, et ensuite, cette saison-là, Ounas, il a été en dessous des attentes. On commençait à aller mieux, il y a eu le coronavirus. Je pense qu'au niveau du jeu, entre les deux matchs contre Lyon, le match contre Lyon on gagne et le match contre Monaco, je pense qu'on allait être mieux. T'as le match contre Brest aussi à ce moment-là. T'es dans une équipe qui était certes capable de faire des meilleurs matchs, et Lyon l'a prouvé notamment, et Monaco, on va pas revenir sur le scénario de la rencontre, mais voilà, à 2 minutes près, tu te prends le but de... Si Golovin il met barre en 30, t'es 9ème, t'es pas européen, t'as perdu le derby. Et je pense que tout le monde demande la tête de Vieira, alors qu'en fait, le match se joue sur le détail. J'ai trouvé qu'il était mieux. Ounas, il était de mieux en mieux. Il est revenu de blessure, par exemple. Il fait une passe décisive pour Dolberg, d'ailleurs, quand on a. Non, mais après la place, voilà. Après, la place, elle n'est pas volée, ça, il n'y a aucun doute. Elle n'est pas volée, c'est sûr. Mais, non, enfin, si, elle est volée pour moi, quand même. Elle est volée, la 5e place. Elle est volée, très clairement. Non, la 5e, oui, parce que machin, mais je parle de la 6e place, parce que tu termines 6e à la base. C'est vrai qu'on est passé 5e par un. Mais c'est la beauté du foot, les gars. C'est la beauté du foot. Oui, non, mais voilà, mais on prend et tant mieux. Mais tu vois, mais même Dante, dans l'équipe, il te dit, oui, non, la 5e place, c'était pas mérité, et on l'aurait probablement pas eu, si la saison s'est terminée, mais tu l'apprends. Bien sûr, voilà. Tu l'apprends tant mieux. Si ça s'arrête un match après le match contre Paris, je pense pas. Ouais, t'es 9ème, tu vois. Est-ce que il y a Lyon et Monaco qui revenaient bien. Voilà. Est-ce que tu dis super Vieira, il nous qualifie pour la Coupe d'Europe et on fait 7 et 5? Bah non, tu dis on fait 7 et 9 et on s'est emmerdé. Et en fait, t'as pas le même discours. Non, mais moi, alors c'est la même saison. Mais moi, pour revenir ce que tu dis, Axel, du coup, on va parler de Vieira. Le problème de Vieira, c'est que quand tu l'entends parler, le gars en plus, on a une philosophie de jeu que, dans sa tête, il est persuadé d'avoir un truc qu'il veut mettre en place. Alors, soit il n'y arrive pas parce que les joueurs sont en un QI football trop faible pour ce qu'il propose, ou soit son discours passe pas. Il doit y avoir quelque chose, parce que on est d'accord quand même que entre ce qu'il dit et ce qu'on voit sur le terrain. Alors le mec, il y a complètement. Il y a un écart. Il y a un écart quand même entre ce qu'il nous dit et ce qu'il nous fait. Évidemment, on sait qu'il restera sur le banc sur la saison pour la 18e. Mais sinon, il va faire sa dernière saison, sa dernière à Nice. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Après, bien sûr, on va lui laisser encore un peu de temps, parce que, comme tu l'as dit, la première saison, la deuxième saison, là, il a eu un effectif très tôt. Il a eu une grosse préparation avec les joueurs qu'il voulait, des stages, tout ça. Donc, je pense que sportivement parlant, les voyants sont au vert pour lui. Hein. Je veux dire, t'as quand même une belle équipe sur le papier. Voilà, tu sais, apparemment, il sait ce qu'il veut mettre en place, tout ça. Donc voilà, on va lui laisser quelques matchs, tout ça. Mais si déjà il passe un mois et demi et que t'as toujours rien vu, il va falloir quand même commencer à se poser des questions sur lui si vraiment il ne prend pas pour des cons, quoi. Ah oui, je pense que l'état-major du club, il se pose les questions. Hein. On va pas, on les connaît. Le discours de oui, la prolongation, on verra en cours de saison. On l'a déjà entendu avec Puel, et à la fin, il s'est pris la douille quand on fait venir Lucien Favre. Connaissant, le peu que je connais de l'extérieur, Julien Fournier et Jean-Pierre River, de toute façon, ils prévoient un plan B au cas où même Vieira a envie de partir, parce que s'il fait une super saison, peut-être qu'un super club va s'adresser à lui aussi. Enfin, tu sais pas ce qui peut se. Non mais sans parler de ça, oui. Pour remplacer Guardiola. Lyon au moins il bat Lyon, Patrick Vieira quand même. C'est ça, ouais, c'est clair. Mais mais on l'a dit en préambule de l'émission, on prend pas de plaisir à fracasser Patrick Vieira. Ça a l'air, vu de l'extérieur, parce qu'on le fait assez souvent quand même. Mais nous, on demande qu'une chose, c'est que l'OGC Nice joue bien et gagne. Donc c'est peut-être extrêmement ambitieux et extrêmement trop demandé. Et trop demandé, mais moi je pense pas. En tout cas, qu'on joue mieux, à défaut de jouer parfaitement bien. Et là, Axel, t'as beau rappeler effectivement les circonstances, le vrai faux départ de Jean-Pierre River et Julien Fournier, l'arrivée tardive des recrues, tout ça.
moi je rejoins plutôt Cédric dans le sens où t'as un message qui est complètement déconnecté de ce que tu vois sur le terrain. Donc moi tu peux dire première saison il n'y avait pas l'effectif pour effectivement un jeu offensif léché, quand en fait ton seul joueur offensif c'est Saint-Maximin, t'oublies. D'accord, ça je suis pas forcément d'accord, mais c'est un argument que j'entends. La deuxième saison, les mecs sont arrivés tard. Bon, ils sont arrivés fin août, ils sont pas arrivés au mois de janvier, donc le fait qu'en février-mars, tu t'en sois encore à jouer qu'un match sur 2, c'est pas très encourageant. Et là, tu as eu toute la préparation avec l'essentiel des joueurs. Il va certes peut-être manquer Ronny Lopez qui aura pas fait les matchs à mi-temps et des futurs recrues. Donc, on va peut-être attendre octobre-novembre avant que tout le monde soit là et que la mayonnaise prenne. Mais le problème, c'est que le discours est toujours le même et ce que tu vois sur le terrain est toujours le même au bout de 2 ans. Donc les circonstances s'améliorent, mais maintenant il y a vraiment plus aucune excuse. Donc on va faire la saison avec lui, comme dit Cédric, on va pas partir en milieu de saison avec un autre entraîneur, mais j'aimerais quand même que à force on soit d'accord pour dire là il a usé un peu de toute la patience de tout le monde et de tous les jokers qu'il avait. C'est cette saison ou jamais. Si tu finis encore entre la 5e et la 8e place, mais avec un fond de jeu dégueulasse, va peut-être falloir se poser la question soit d'assumer de mal jouer, mais dans ce cas-là, arrêter de nous bassiner à chaque conférence de presse avec l'identité de jeu et tout machin. Comme en début de mercato, pratiquement, tous les autres clubs, ils n'ont pas recruté. Il y a les circonstances font que là, il est obligé de montrer quelque chose. Après, les matchs amicaux, pour l'instant, je suis désolé, mais ça veut rien dire, hein. On est bien placé. Non, bien sûr. À part la dernière année de Puel où il y a Ben Arfa qui expose tout le monde, toutes les années, on a pris des roustes. Hein. On l'a dit avec le premier auditeur, avec Théo, les résultats en amical. L'année dernière, on en a pris, comme je disais, on a pris 40 des buts sur les 2 derniers matchs. Et ça nous a pas empêché de faire un bon mois d'août et tout. Donc, évidemment que moi, c'est pas les résultats dans le contenu. Voilà. Moi, je jugerais rarement un résultat en amical. Il y a aucun doute là-dessus. Par contre, ce que je juge, c'est ce qu'on nous propose, le contenu, tout ça. Je veux dire, ça. Là, en plus, à une semaine de la reprise du championnat, on se doute bien que le contenu, l'équipe qui est alignée, c'est très proche de ce qu'on va voir la semaine prochaine, enfin dimanche prochain contre Lens. Donc forcément, on est obligé un peu de voir ce qui va pas, de voir ce qui va, et de se dire, ça serait bien qu'on le corrige, quoi. Donc parce que hier, on a dit la première demi-heure. Ouais, mais même pas que Thuram, comme on disait, c'est même pas qu'un joueur, c'est ce milieu de terrain qui est pas complémentaire, cette animation offensive, cet écart qu'il y a entre le milieu de terrain et l'attaque. Hier, on a encore vu, t'enlèves ces 2 pénaux à Dolberg, je suis pas sûr qu'il ait une frappe dans le match, Dolberg. Donc il y a toujours ce même problème. On sait que c'est notre on l'a assez répété, on sait que c'est notre tête d'affiche devant, on sait qu'il est d'une efficacité redoutable et qu'il a besoin de très peu de ballons pour marquer, mais Vieira arrive toujours pas à mettre le jeu en place qui va le mettre dans des conditions parfaites. Puis tu parles des pénaltys de Dolberg, mais au moins un et il me semble 2, voilà. C'est un exploit personnel de Youssef Attal qui va provoquer le penalty. C'est même pas au terme c'est très au terme d'une action super léchée. Le mec se retrouve seul à 6 mètres et le Rennais a pas d'autre choix que de le découper. Oui, c'est un but sur penalty, mais tu peux dire que t'as vu du jeu avant quand même. Là, c'est une grosse course d'Attal qui a fait son duel passionnant avec Mawassa tout le match, dans un sens puis dans l'autre. Mais en fait, au final, c'est pas du jeu qui a amené ces pénaltys. Donc même le but de Thuram, c'est une erreur. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un pressing de Lasmelou qui mène une erreur. Ouais, bien sûr. T'as mis 3 buts, mais t'as aucune action construite. T'en as eu trop peu qui ont pas amené. Elles ont pas amené de but. C'est anecdotique en amical, mais t'as même pas eu vraiment tant d'actions construites. Et si tu regardes les buts face au FC Dac, où on en a passé 6, t'en as au moins la moitié qui viennent, pareil, de situations un peu rigololes ou de courses, mais pas tant d'actions construites. Alors que t'étais peut-être face à l'équipe où t'avais le temps de t'amuser à construire des trucs. Alors il y a un truc qu'on peut pas enlever, c'est que par contre, comme tu l'as dit là, je crois, Sky d'ailleurs, c'est que de côté défense, par contre, on arrive très très bien à sortir le ballon. On a largement progressé là-dessus. Voilà, on arrive à redoubler les passes, à sortir de difficile, à relancer, à vraiment lancer des contre-attaques, des actions tout simplement, et t'arrives aux 50 mètres et tu sais plus quoi faire. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que soit tu reviens en arrière et tu fais des passes à Dante ou à Bambou et tu changes de côté. Mais hier on l'a vu un nombre de fois incalculable. Hier, je veux dire, ça a été flagrant.
par moment, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu manques de verticalité de fou. T'arrives pas à aller de l'avant, t'arrives pas à trouver tes joueurs offensifs, t'arrives pas à t'appuyer sur eux pour faire monter ton bloc et tu vois que tes milieux soient proches d'eux pour dédoubler des passes. Non, il y a toujours cet écart, ce fossé entre ton milieu et ton attaque et c'est Attal qui fait remonter ton bloc. Voilà, ou Camara et Claude Maurice, mais un peu également, mais c'est vraiment dépendant de soit tes joueurs qui partent de derrière et qui remontent le bloc et sur des courses. Peut-être qu'il attend cette recrue-là au milieu qui va l'aider à casser des lignes. Déjà peut-être Ronny Lopez va faire du bien peut-être aussi. C'est ce qu'on disait précédemment. Le problème c'est que les milieux de terrain en 2 ans là, t'en as vu passer à Nice, des profils différents. Aujourd'hui, t'en as la moitié qui sont au loft, mais voilà, avec ta PLM qui fait sa meilleure saison là l'année dernière et qui là fait peut-être la pire prépa qu'il ait faite depuis qu'il est à Nice, donc je sais pas trop sur quel pied danser avec lui, mais bon, derrière Danilo, à aucun moment t'as l'impression qu'il achète la hiérarchie. Makengo qui a peut-être la chance de se relancer après une saison complète à Toulouse, et ben il est placé au loft. Tamézé pareil. Derrière t'as Trouillet qui est encore assez jeune, qui a montré des choses intéressantes, mais apparemment sur qui on va pas compter dans les premières journées. En fait t'as quand même changer, ça. Toujours ce problème au milieu de terrain, alors que t'en as énormément qui sont passés. Voilà. Mais t'as recruté Schneiderlin, donc qui est très bon, mais ça t'a pas changé les problèmes que t'avais au milieu de terrain. Donc, oui, mais parce que Schneiderlin, c'est plus un point de fixation pour la défense. C'est plus un point de fixation entre la défense et le donc c'est pas. Et c'est sûrement là, il vous faut un 8. À mieux relancer, c'est que du coup tu as Bambou et Danté qui trouvent facilement Schneiderlin et qui après nettoie le ballon et le redonne à Thuram ou à PLM proprement. Hier on l'a vu sur une action où on était pressé, il a une capacité à jouer une touche de balle et à, c'est incroyable. Et à te casser une ligne Schneiderlin, c'est incroyable, vraiment. Et là-dessus, tu vois manifestement les progrès et l'apport de Schneiderlin. Mais le truc, c'est que une fois que Schneiderlin t'a donné un ballon propre à ses collègues au milieu qui sont dans le rond central, à partir de là, voilà. Parce qu'il vous faut ce 8. T'as pas de solution, t'as Atal qui va avaler ta ligne, mais il vous faut ce 8 qui arrive à balancer les bons ballons vertical, comme il dit Bada. Et je pense que le recrutement d'un 8 est plus que nécessaire du côté de l'OGC Nice. Est-ce que Claude Maurice... Tant que tu n'as pas vendu ouais, mais là, est-ce que Claude Maurice, quitte à mettre Gouiri à gauche, comme on l'a vu sur les derniers matchs, pourquoi ne pas tenter, comme tu as dit tout à l'heure, de limite mettre Thuram Schneiderlin limite en 2-6, tu vois, côte à côte, et ACM un peu plus haut pour te faire un peu cette liaison entre le milieu d'attaque, parce qu'il est capable par ses courses, tout ça, de sa vitesse, d'apporter un peu cette fougue. Si tu joues en 4-2-3-1, t'as ACM en 10 qui est son poste préférentiel. On sait que Ronny Lopez est aussi à l'aise au corps du jeu, Gouiri également. En fait, t'as une ligne de 3 offensifs qui peut permuter et proposer beaucoup de solutions à Dolberg. Je dis pas que c'est forcément mieux que le 4-3-3 qui moi me convient, auquel il manque certes des joueurs, mais qui me convient tactiquement. Mais c'est vrai, on en revient toujours même à ce que disait Renaud tout à l'heure. Hein, on a fait 8 matchs amicaux et en fait t'as vu qu'un seul système tactique. Et t'as pas l'impression d'avoir essayé. T'as fait une très belle revue d'effectifs. T'as donné du temps de jeu à tout le monde et il y en a qui ont su en profiter. Trouillet, Daniliouk, Bambou a accumulé du temps de jeu aussi. Gouiri a accumulé du temps de jeu, c'est très bien. Mais en fait, tactiquement, t'as pas l'impression vraiment d'avoir bossé des solutions différentes. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais contre Liège, il ne devait pas tester un 3-5-2. Si, c'est ce que voilà. J'en parlais ce matin avait dit, mais même Vira ce matin le dit, a priori, c'est que c'est la voie officielle. Mais bon. Mais je crois que même Vira, il l'avait dit en conf après le match en disant on changera de système contre le Standard, c'est prévu tout ça. Il a dit après le match d'avant, je sais plus quel match c'était avant Standard. Je sais pas si c'était pas Saint-Etienne ou quoi, où il avait dit on changera de système contre le Standard tout ça, et au final on a revu un 4-3-3 qui est un peu comme tu as dit tout à l'heure, Sky, qui évolue un peu au fil du match, des fois sur les phases défensives, tout ça. Mais oui, non, il a absolument rien changé. Mais là, pour reparler du milieu de terrain, tu vois contre Salzbourg que ton milieu de terrain, il a eu beaucoup de mal. On l'a répété qu'il manque de complémentarité parce que t'as 3 joueurs qui ont tendance à beaucoup défendre avant d'attaquer. Donc tu te retrouves avec un bloc bas. Pourquoi ne pas changer là hier? Je veux dire, bon, tu gagnes tout ça, il y a pas de souci là-dessus, on va pas répéter, on marque sur péno, tout ça, on a gagné, il y a pas de problème. Mais tente quelque chose, je veux dire. Pourquoi tu même une demi-heure, tu vois, si
10 joueurs de ton équipe, tu peux imaginer de changer le système. Et tant pis si voilà, tu fais 6-3 au lieu de 6-0 face au FC DAC, tant pis si tu perds face à... Enfin, tu sais très bien que tes supporters, quand tu changes la moitié de l'équipe, ils savent très bien que le résultat après il est anecdotique, mais l'important c'est de voir des bonnes phases. Et là, le problème c'est que dans notre surface et dans notre moitié de terrain, on a vu le progrès. Là, obligé de le reconnaître, hein, effectivement. C'est JC Abdou qui nous disait dans notre numéro sur Bambou qu'on a apprécié sa qualité de relance. C'est vrai qu'on a progressé là-dessus aussi, mais par contre, ouais, devant, t'as l'impression de voir le même jeu depuis 2 ans, alors que les joueurs ont changé, le discours a changé, mais voilà. Après, je trouve que vous parlez beaucoup de schéma tactique. Vous parlez beaucoup de schéma tactique, mais en fait, pour moi, le schéma tactique, c'est vraiment anecdotique. C'est-à-dire que c'est plus la volonté de vouloir jouer. Après, voilà, c'est ça. La vie du match est différente. Voilà, déjà, la vie du match est différente. Et puis, il y a surtout un truc, c'est tu prends le ballon pour en faire quoi? Où tu veux aller avec le ballon? Comment le passer? Les circuits de passe courtes, longues, etc. et tout. Comment, en fait, tu travailles ça? Parce qu'en fait, tu peux mettre n'importe quel... Tu prends, par exemple, je sais pas, on va dire peut-être Liverpool. Voilà. Tu mets n'importe quel schéma tactique. Je suis sûr et certain que les mecs vont peut-être pas jouer pareil, mais en tout cas, ils savent quoi faire avec le ballon. Il y aura des chemins préférentiels identifiés. Voilà. Ça, c'est sûr. Et peu importe que tu joues en 4-3-3, en 4-2-3-1 ou ce que tu veux, le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais avec la balle, à qui tu la passes, ton circuit préférentiel, etc. Et en fait, je trouve que c'est ça qui manque énormément à l'OGC Nice. Peu importe le schéma en 4-3-3 ou ce que tu veux, c'est pour moi anecdotique, c'est juste pour... très souvent, je rigole quand je dis ça, mais c'est plus pour la télé, ça, tu sais, quand ils font leur présentation là avec tous les joueurs, tu vois, à la limite, c'est beau, c'est propre, mais c'est plus en fait le contenu que tu donnes dans le jeu, en fait, réellement. Et c'est l'animation, c'est l'animation. Tes pions, voilà. En fait, c'est comment tu les animes, mais. Bien sûr. Non, mais même ce qu'on disait tout à l'heure pour Vira, qu'il a ses idées, qui veut mettre quelque chose en place, je veux dire, certes, l'année dernière, on l'a dit, Axel l'a dit, les recrues sont fin août, il n'y a pas de souci. Mais là, quand même, on est à 1 an plein où il a, on va dire, sur 11, il a quand même 7 joueurs qu'il connaît parfaitement. Parce qu'on a, à part Camara, Bambou, Schneiderlin et Laguiri, sur le match d'hier, par exemple, pour citer celui-là, le reste, c'est des joueurs qu'il avait à sa disposition l'année dernière et qu'il connaît parfaitement. Ah. Mais même ces joueurs, t'as pas l'impression qu'ils ont la touche Vieira sur le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire, qu'ils savent parfaitement ce qu'ils doivent faire, tu vois, il y a quand même un truc, je me dis, mais merde, quand même, les mecs, ça fait 1 an qu'ils bossent avec Vieira 2 fois par jour, quasiment. Ouais, c'est qu'on te dit, tu repars sur un nouveau cycle, certes, parce qu'il y a beaucoup de recrues, mais t'as pas changé la moitié de l'équipe non plus. Ouais, je veux dire, des mecs, et un autre ailier, t'auras changé la moitié de l'équipe, mais là, ouais, bon. mais même en changeant la moitié de l'équipe, c'est-à-dire que t'as quand même, alors bien sûr, il y a des autres qui se créent tout ça, mais t'as actuellement plus de la moitié de l'équipe que Vira, normalement, connaît parfaitement, a peaufiné pendant 1 an, a fait travailler, a expliqué la philosophie qu'il veut avoir sur le terrain, tout ça. Et pourtant, t'as des mecs comme Les Melou, comme Thuram, tout ça. Bon, alors il joue peut-être pas à sa place, Thuram, tout ça, mais un mec comme Les Melou, pour citer lui, par exemple, l'année dernière, il fait une énorme saison. On est obligé de le dire. Cette année en préparation, t'as l'impression que c'est pas le même joueur, quoi. Déjà. Alors, est-ce que le coup d'arrêt du Covid lui a desservi quoi que ce soit? Mais je sais pas. Ou alors Vira a un souci. Il a encore changé d'idée de jeu et ça gêne les joueurs. Je sais pas. Mais force est de constater que les joueurs ont pas l'air fusionnels avec ce que Vira met en place, en tout cas. Ouais, ça, on est bien d'accord là-dessus. C'est un peu compliqué, ouais. Je demande à être surpris. Le pire, c'est qu'on demande vraiment. Nous, on a qu'une seule hâte, c'est de faire ce tweet en disant Patrick, on est des merdes, prends-nous dans le rond central et merci, quoi. Mais bon, c'est ça. C'est que ça fait 2 ans et qu'on l'a. Le tweet est toujours pas parti. Il est dans les Non, c'est ça. On verra déjà. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tu commences le championnat par 3 matchs sans manquer de respect aux équipes, mais abordables, on va dire. C'est-à-dire des équipes qui sont techniquement inférieures à toi sur le papier. Donc on va voir sur ces 3 premiers matchs-là, on va avoir une idée. Si on a vraiment l'impression d'être au-dessus de ces équipes-là ou pas, on va voir.
Bon les gars, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour cette libre antenne. Merci à toi Axel. On remercie aussi Renaud et Théo qui étaient là avec nous. Merci beaucoup. Bada, Sky, ça fait plaisir de vous retrouver après ces 2 petites semaines de vacances. Ouais, c'est clair. Voilà. Ça a fait du bien. Ouais, c'est clair. Bien reposé pour revenir pour ce nouveau championnat qui va démarrer donc dans quelques jours. On espère une belle saison pour l'OGC Nice. De toute manière, on va se suivre. On va suivre nos podcasts. On va continuer d'en faire et tout au long de la saison, pardon. Et puis j'espère que vous serez tous au rendez-vous. On va vous proposer quelques petites nouveautés aussi d'ici le prochain match. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances à vous. Si vous avez déjà repris le travail, merci. Courage à vous avec Avanti Nissa. Oui, bonnes vacances aussi à Sky qui lui ne nous abandonne pas. Il faut le dire. Je suis là. C'est une fidélité à toute épreuve. Quel professionnalisme. Ouais, j'avoue, c'est fort. Les gars, merci beaucoup. À bientôt. Et puis, à très vite pour la nouvelle saison de Ligue 1. Ciao. Ciao.